Salut à tous, c'est Vince et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et plus précisément dans une nouvelle vidéo de ma série où j'analyse avec vous ensemble le travail d'autres photographes que j'apprécie, que je découvre par le biais d'internet, par le biais d'Instagram, par le biais d'expositions, etc. etc. Et donc je vous fais rentrer littéralement dans leur univers. J'essaie vraiment de récolter des infos sur le personnage, des petites interviews et après j'analyse ensemble son site et les photos. Commençons donc tout de suite aujourd'hui avec notre très cher David Sherman, un homme incroyable, un photographe assez jeune, puisque, alors bon, c'était une des dernières interviews qu'il a données à 500px, hein, je sais plus exactement de quand elle était, je crois même pas quelle est la date, mais il disait donc avoir 24 ans, donc un photographe jeune, et d'ailleurs il n'a pas fait encore énormément de choses, mais pourtant, déjà rien que ce qu'il a fait, ce qu'il montre en tout cas sur son site, ce qui est présent sur les différents réseaux, est incroyable. Alors, pour vous raconter un peu l'homme, j'ai vraiment très peu d'infos justement, très peu, voilà, les magazines ne se sont pas encore assez intéressés à lui pour l'interviewer, etc. Du coup, on peut dire que c'est un photographe qui vit et travaille à Vienne, en Autriche, voilà, vous le savez maintenant. Il a fait une série donc qu'il a rendu un petit peu, enfin c'est comme ça en tout cas moi je l'ai découvert, une série qu'il a fait un peu ressortir du lot, disons, qui s'appelle donc Bigger Than Us, dont je vous en parlerai tout à l'heure. Et quelques-uns, alors je pense que la plupart de ses shoots c'est au DSLR et il modifie après tout ça dans Lightroom. Il a testé aussi de l'infrarouge, ce qui nous intéresse beaucoup nous, et en tout cas moi. Et il fait aussi quelques portraits à l'Hasselblad 500 cm, qui est donc un moyen format argentique. Décidément, tous les gens qui passent dans cette chronique, dans cette série, utilisent des moyens formats argentiques. Alors, donc, ce très cher David, on va voir tout de suite son site que voici. Alors, le premier truc que je dirais à David, si tu m'écoutes dans cette vidéo, c'est vraiment les images passent trop vite, quoi. Là, alors on va essayer de compter à la partir de la prochaine. Donc, 1, 2, 3, voilà, 3 secondes même pas. 1, 2, 3... Voilà, 3 secondes ou 3-4 secondes entre chaque image, c'est pas suffisant du tout. Surtout des images complexes et belles comme ça, c'est du gâchis en fait. Ça passe beaucoup trop vite. Alors on comprend qu'on veut garder le spectateur absolument et qu'on veut mettre une galerie, c'est ça la technique, hein, mettre une galerie vraiment qui défile toute seule pour appâter, pour en fait, faut que ça bouge, faut qu'il y ait des couleurs différentes pour que le mec qui vient sur le site soit, on va dire, un petit peu hypnotisé. Ils veulent rester. En tout cas, c'est comme ça que se vendent ce genre de système. Mais vraiment, là, ça passe trop vite, quoi. On n'a pas le temps, on est dégoûté, enfin, il y a une surcharge et tout, donc c'est dommage. Alors, heureusement, c'est que dans l'accueil de son site. Et donc, bon, voilà, il y a des petits boutons qui ne sont pas forcément très design, très esthétiques. Mais l'avantage des écritures en noir, c'est que elles ressortent sur les photos. Et lui, il a fait le choix vraiment de mettre les photos en grand, ce qui est une... Enfin, ça prend vraiment totalement tout l'écran, ce qui est une bonne idée, vraiment. Et du coup, ces genres d'écriture en noir sur du blanc, comme ça, avec un pourcentage d'opacité à 50% par exemple, eh bien ça ressort sur tout type de photos parce que dès qu'on veut mettre un titre ou des menus sur un fond avec une image, c'est chiant parce qu'il faut s'adapter à la couleur et tout. Donc là, il se prend pas la tête, il fait ce genre de truc et ça marche. Et puis donc à gauche, donc on voit qu'on est bien sur le site de David Sherman et puis on a les petits onglets comme d'hab, Facebook, etc. Alors on voit que le premier onglet en fait sert dans un premier temps à présenter eh bien ses dernières images, les derniers trucs qu'il a fait, New Stuff. Ça permet rapidement pour les gens qui sont déjà venus voir son site, ou alors pour les gens qui veulent voir ce qu'il a fait en dernier, c'est-à-dire pour vraiment voir là où il excelle normalement par rapport à avant, en tout cas si on suit l'évolution logique de toute personne, et bien donc ça c'est une bonne technique de mettre un onglet New Stuff, ça peut être intéressant. Après donc dans son onglet Portfolio, et bien on a donc ces images qui ne sont pas inscrites dans une série, qui vont être rassemblées donc dans Portrait, Nature et City, comme ça on comprend bien tout de suite de quoi il s'agit. Et donc là, c'est une galerie qui va de droite à gauche. Si on fait la molette, on peut les faire switcher, mais c'est très lent et c'est vite chiant. Du coup, il faut cliquer ici absolument pour voir ces images. Donc voilà, on en étudiera quelques-unes, bien sûr. Ensuite, on a donc un onglet qui va être nommé Project, où là, ça va être vraiment ces images qu'il a rassemblées en série, donc notamment Bigger Than Us, qui l'a fait un petit peu connaître, et notamment Vietnam Dream Zape, voilà, je suis pas anglais. et ensuite, donc, on peut directement sûrement lui acheter, voilà, des photos,
Voilà, hop, je ne sais pas vraiment comment ça marche. Et puis, il y a un à propos. Un à propos, c'est intéressant parce qu'il montre en fait tous les endroits où il a été sélectionné. Sélectionné par 500px, lors d'un guest editor. Il a été sélectionné par des magazines, etc. Et en fait, on peut cliquer, c'est des sortes d'hyperliens. Donc, c'est bien de mettre sur votre site, dans votre à propos, a été sélectionné par machin, mais mettez un hyperlien pour d'abord que les personnes puissent vérifier. Et voilà, les gens, ils vont pas passer 2 heures. Hein. Ils vont cliquer, ah, ça marche, on voit qu'il y a écrit 500px, machin, ah, ben c'est lui, c'est bon. Voilà, ils vont pas chercher plus loin, mais juste déjà pour avoir un petit outil de vérification. Et puis ça leur permet de ne pas rechercher dans Google et tout, ce qui est chiant, et ils le feront pas du coup. Surtout si vous avez des trucs prestigieux à montrer, eh bien c'est le moment. Donc il a dit avec qui il travaillait, etc. Alors ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de bio. Il n'y a même pas quelques lignes d'à propos en mode, eh bien, il y a juste, il est basé à Vienne, super, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. On peut le contacter à son numéro de téléphone et ses séries qu'il a ses expositions, quoi, mais il n'y a pas du tout de petits textes sur l'homme et pour savoir un peu qui est derrière ce joli portrait. Alors bon, c'est dommage, mais voilà, on attendra. Donc n'hésitez pas, si vous pouvez dans vos contacts, faire une interview de cet homme parce qu'il est incroyable. En tout cas, ses images sont incroyables. Alors passons tout de suite justement aux photos dans Photoshop. Eh bien, donc déjà c'est un peu le bordel parce qu'il y a des photos un peu dans tous les sens, mais je vais essayer quand même de les expliquer avec vous ensemble. Donc déjà, la première chose, c'est qu'il fait un peu de tout, c'est-à-dire du portrait, de la mise en scène et du paysage. Et dans ces paysages sont vraiment incroyables. Alors, on côtoie vraiment beaucoup la forêt, je pense qu'il voyage pas mal, et plusieurs environnements différents, notamment donc au Vietnam avec sa série, et on côtoie beaucoup de forêts. Et donc il change systématiquement la couleur de l'herbe. Alors il faut savoir que je l'ai découvert après mon obsession pour enlever le vert et changer la couleur des feuillages, mais donc il a eu la même idée que moi finalement. Et alors ça, il faut savoir, alors j'arrive pas bien à distinguer parce que ça dépend vraiment des photos, parce qu'il y a des photos en fait où il y a des personnages et les personnages ont la peau normale, quoi, donc ça ne peut pas être de l'infrarouge, parce que je m'explique. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas l'infrarouge, c'est une autre manière de prendre des photos. Alors donc généralement c'était sur de l'argentique avant. Donc les pellicules réagissaient à la lumière infrarouge et donnaient un rendu colorimétrique différent, mais aussi un rendu des peaux différent. Donc donner une peau un petit peu soit bleue, soit jaune, et donc l'herbe comme ça apparaissait rouge et les ombres bleu turquoise. Donc c'est exactement la même chose, mais pourtant quand je vois des personnages, ils ont l'air d'avoir un rendu numérique. Et ce mec, donc je sais pas, hein, peut-être que je me trompe, mais s'il a vraiment réussi à avoir des personnages en normal, donc c'est-à-dire partir d'un rendu numérique et arriver à ce rendu-là qui est presque similaire à l'infrarouge, GG à lui quand même, parce que moi j'ai essayé en tout cas pendant longtemps et je ne suis jamais arrivé. Alors, on peut en fait changer la couleur, par exemple passer du vert au rouge. Bon, c'est compliqué parce qu'on va toujours voir un petit peu des dégradés qui seront bizarres, même avec le panneau TSL dans Lightroom, et même après en Photoshop il faudrait retoucher les ombres une par une pour avoir une sorte d'indigo bleu comme ça. Enfin je trouve ça compliqué, mais le gars il est arrivé. Alors peut-être qu'il y a aussi des techniques que j'ai pas encore essayé, bien sûr, mais voilà. Et donc il s'inspire de cette palette chromatique qu'il y avait dans les anciennes pellicules argentiques, et c'est juste ouf le rendu que ça donne. Après donc le rendu colorimétrique, tout ça n'enlève rien à sa composition, bien sûr. Par exemple ici on voit qu'il n'y a pas vraiment de sujet, bien qu'on pourrait dire que oui c'est cette sorte de cabane, mais c'est aussi la clairière, la forêt, et aussi ce qui est intéressant c'est qu'il a laissé un tout petit peu de ciel ici en fait, ce qui permet à l'œil vraiment de s'échapper, de revenir sans arrêt et de circuler dans l'image. Rappelez-vous, je le dis sans arrêt dans cette chaîne, qu'il faut que l'œil circule dans l'image, que l'image soit complexe pour qu'elle soit intéressante et plaisante pour le spectateur. Alors on passe à l'image suivante. Donc comme je vous dis, c'est pas bien rangé, donc il y a un peu tout, du portrait, du paysage et tout. Alors là, c'est un portrait qu'il a fait que je trouve tout simplement magnifique. Alors je ne sais pas, vraiment, j'ai aucune donnée à vous donner en termes d'exif, en termes d'objectifs qu'il a utilisé, en termes d'appareil, mais le rendu est juste incroyable. Alors bien sûr, la netteté est faite sur les yeux. D'ailleurs, on voit que le nez commence un peu à flouter, ce qui est dommage, je dois le dire. Mais pour avoir en fait autant de bokeh autour du personnage, autour du modèle, eh bien, il fallait ouvrir énormément le diaph. Et donc, bien sûr, la profondeur de champ étant réduite au minimum, eh bien, seuls les yeux allaient être nets. Donc le plan focal se trouve ici, les yeux nets, et le nez qui est en 3D bien sûr, eh bien dépasse légèrement le plan focal et du coup devient flou, et c'est dommage. Alors dans ce cas-là, ne pas hésiter à faire peut-être une photo en fermant un peu plus le diaph et en augmentant l'effet de bokeh en post-production. Bon après ça marche pas aussi bien sûr que de manière optique, disons-le, mais ça peut quand même être intéressant. Ou alors faire une rafale. Alors bon ça a l'air un peu compliqué, mais on ferme le diaph juste après et bam on shoot. Ici le modèle n'a pas du tout bougé, on pourra reconstruire
construire le nez ici, ou alors tout simplement bourriner en algorithme de netteté, ici de renforcement de netteté, de passo et tout, pour vraiment renettiser entre guillemets le nez, histoire que ça soit un peu homogène. Mais bon, c'est vraiment du pinaillage que je suis en train de faire, tellement cette image est belle et incroyable, et vraiment, enfin, je sais pas comment il a fait. Bon, alors après, bien sûr, c'est une lumière du couchant, dans le sens où on voit ici que c'est orangé, ça a été énormément accentué dans un logiciel de post-prod, hein, ça se voit, parce que bon, même si la lumière du couchant est incroyable, elle n'est pas aussi saturée parfois, et donc là, ça rend extrêmement bien. Et cette lumière du couchant ne parasite pas trop l'éclairage ambiant. C'est-à-dire qu'il ne devait rester qu'un filet lumineux, ou alors que c'était bloqué par d'autres éléments. Alors, on ne dirait pas qu'il a mis des drapeaux, hein, parce que je pense pas, mais le principe du drapeau, en gros, c'est d'occulter une partie du rayon lumineux pour pas qu'il vienne taper, par exemple, sur le décor, et qu'il vienne juste taper sur le personnage. Et donc, en lumière naturelle, c'est compliqué avec le soleil et tout, donc peut-être qu'il s'est mis à côté d'un arbre et tout. En gros, tout a été calculé. Il faut pas croire que ce portrait a été pris sur le vif. Après, il a peut-être été pris sur le vif, mais je veux dire, on peut calculer pour avoir un rendu similaire. Après, bon, ce qui est de la retouche des cheveux, peut-être que ces cheveux part un peu trop loin, mais ça, c'est encore une fois moi. Et sinon, enfin, le modèle et même la couleur, en fait, des yeux qui correspond à l'arrière-plan, c'est donc une technique très utilisée. Et vous voyez, il n'y a pas une gamme tonale énorme, hein, c'est-à-dire, voilà, on part pas dans du rose et tout, même les lèvres, ça reste une couleur similaire, désaturée et tout, et il respecte tout ça, même au niveau du maquillage, finalement. Et voilà, enfin, c'est juste ouf. Alors, pareil, une autre photo, ça, je la garde depuis longtemps dans ma petite banque d'images préférée. N'hésitez pas vraiment, dès que vous avez des photos qui vous plaisent, que vous voyez au gré de vos navigations sur le net, de les enregistrer immédiatement sur votre disque dur et de foutre tout ça dans un bon petit dossier que vous allez pouvoir réouvrir après à loisir pour vous donner des idées, pas forcément de pose et tout, hein, on va pas refaire la même image, mais juste des idées de lumière ou d'ambiance même, d'émotions qui se dégagent d'une image, ça peut aussi vous remotiver, etc. Donc c'est très très important, en tout cas pour ma part je fais ça depuis des années et ça m'aide bien. Donc cette image, cette photo, alors ça c'est quand le soleil s'est couché. Le soleil s'est couché, ça y est, on le voit plus dans l'horizon. Et en fait, donc il reste un petit peu un impact de lumière, parce que voilà, il n'est pas complètement parti encore, il reste encore un peu de lumière. Et les DSLR, justement, ils ont tendance, dès qu'il commence à faire nuit, à vouloir re-exposer, enfin avoir exposé comme de jour. Donc ils vont toujours vous dire que c'est sous-ex, parce que le ciel va être tout noir et eux, ils n'arriveront pas à emmagasiner assez de lumière. Donc généralement, il faut passer en manuel, parce que sinon, là, la cellule, elle est affolée. Et ils vont tendance à éclairer le ciel comme ça. Voilà. Et en fait, la source de lumière donc partant du soleil, et on vient dans un dégradé de bleu de plus en plus foncé, plus on s'en éloigne de la ligne d'horizon, tout simplement. Et ça donne des rendus irréalistes, puisque nous, en tant qu'humains, on ne voit jamais ce genre de lumière, puisque pour nous, une fois que le soleil est parti, et que ça fait déjà quelques temps, eh bien on ne voit plus rien. Or, le DSLR arrive encore à capter de la lumière. Donc tout ça pour dire que ça crée des arrière-plans, des dégradés dans les nuages qui sont souvent très intéressants comme ici. Et donc voilà, après il a laissé quelques bokeh qui, je trouve, à mon sens, gênent un petit peu la lecture de l'image parce que là ça vient mettre un petit pet de lumière aussi ici. Bon, pourquoi pas, c'est pas très grave dans ce sens. Et après, en fait, l'expression du modèle, c'est vraiment ça. C'est l'expression ici qui est vraiment oufissime. Et la lumière du lampadaire naissant qui vient pile ici sous les yeux et qui rend, enfin c'est juste magique. Alors on aurait pu faire le choix aussi de smousser ça, c'est-à-dire de smousser, de fluidifier la transition entre l'ombre et la lumière pour vraiment créer quelque chose, un visage homogène. Là, il a décidé de laisser volontairement la coupure que produisait la lumière, sûrement à cause du mur ici, et ce qui rend différemment, en fait, qui donne au visage un côté beaucoup plus strict, mais pourquoi pas. Et bien sûr, le orange qui est la couleur complémentaire du bleu, ce qui rend extrêmement bien sur cette photo. Hop, image suivante. Alors ça aussi, je l'ai découvert, vous savez, vous connaissez les chaînes de musique là sur YouTube où donc c'est plein de musique libre de droit et tout, et ils utilisent des photos en fait pour mettre en arrière-plan et souvent pour que les gens cliquent en fait. Et quand vous êtes sélectionné, parce que lui il a été sélectionné par ce genre de chaîne de musique, et ben c'est que vos photos commencent à peser parce qu'elles plaisent au plus grand monde en tout cas. Donc là c'est quoi? C'est un visage qu'on voit à moitié. C'est très intéressant comme ça, les visages où on joue, enfin les portraits où on joue sur le montré caché, où vraiment on utilise, on fait participer finalement le spectateur pour que celui-ci essaye de mettre à contribution son imagination
pour que celui-ci eh bien, imagine la scène. Vraiment, ça peut être la scène de A à Z, hein, c'est-à-dire la moitié de la scène est dans le noir, etc. Et là, en l'occurrence, c'est le visage. Le cerveau du spectateur va de toute façon essayer inconsciemment de reconstituer eh bien, cette partie du visage, même si le spectateur finalement n'est pas plus intéressé que ça par l'image. Et du coup, il va être attiré de toute manière, inconsciemment, par cette photo. Et après, bien sûr, on joue sur de la texture, c'est-à-dire texture d'un rideau à moitié ou presque, même ici, transparent, avec une lumière. Alors, je sais pas exactement comment il a fait ça, je pourrais pas vous dire. Ça peut être la lumière naturelle, c'est vrai, pareil, quand le soleil se couche, c'est peut-être renforcé par une petite lampe orange. Voilà, encore une fois, il joue avec la complémentarité des couleurs, c'est-à-dire les opposés sur la roue chromatique. N'hésitez pas à vous intéresser à ça, vraiment, puisque ça rend toujours bien en photo, généralement. Hop, et donc photo incroyable là aussi. Il aurait peut-être pu accentuer un petit peu la netteté encore des yeux, pardon, le contraste des yeux pour faire ressortir vraiment ce visage, mais pourquoi pas. Alors là ici, ça m'a fait rire cette photo parce que souvent on dit, on voit plein de tutos, oui, supprimer les aberrations chromatiques de vos images et tout, c'est le mal absolu. Ah bon, vous savez sûrement, si vous me suivez depuis un certain temps, ce que je pense des aberrations chromatiques, je les utilise moi volontairement dans mes photos pour les habiller. Et là ici, il a poussé la chose au paroxysme, vraiment à son état maximal, puisqu'il a vraiment déformé l'image. Alors, je sais pas, encore une fois, comment il a fait. Il n'y a vraiment pas de behind the scene, de making of et tout. C'est dommage, hein, parce que ça pourrait inspirer un grand nombre de gens, finalement, un grand nombre de personnes. Et ici, donc, il a littéralement tout déformé, quoi, tout défoncé. C'est même pas des aberrations chromatiques, c'est vraiment, c'est de la sursaturation, c'est de la déformation, sûrement avec des filtres de fluidité. Enfin, je sais pas du tout, en fait. Et voilà, avec ce modèle aussi incroyable. Et pareil, en fait, tout est calculé encore, il n'y a finalement que deux véritables couleurs dans l'image, c'est-à-dire sa chemise, les reflets bleus, donc, et sa chemise bleue, et sa peau, et les feuilles rouges. Voilà, il garde toujours les feuilles rouges, et en fait, il a trouvé ainsi un style comme ça, qui se donne et qui garde vraiment jusqu'au bout. Et une lumière très très douce comme ça, qui vient découper le visage du modèle, qui vient le faire ressortir des feuilles, qui vient, sûrement, ça devait être un temps nuageux, parce que là aussi, encore une fois, c'est de la lumière naturelle, et la lumière, en fait, quand elle est vraiment très très diffusé, c'est-à-dire le ciel il est couvert de nuages, hein. C'est pas juste un petit nuage, c'est couvert de nuages, et la lumière n'a pas de moyen de se répercuter sur d'autres endroits et tout, et bien ça donne un effet, une sorte de... ça creuse vraiment les volumes et ça rend extrêmement bien. Donc dès que c'est nuageux, dès qu'il n'y a plus de lumière, c'est le moment aussi où il faut sortir et shooter, justement quand les autres photographes rentrent, voilà, parce qu'il n'y a plus de soleil. Alors là encore une photo de forêt, oui c'est encore le bordel, excusez-moi, dans l'ordre, dans le classement des images. Une photo de forêt incroyable, parce que je veux dire, n'importe qui peut aller dans une forêt et prendre une photo, hein, on est d'accord, et même, c'est-à-dire, je veux dire, il n'y a pas besoin de maquilleur, pas besoin d'organisation, de logistique de ouf, et là même, ok, forêt dans le brouillard, à la limite. Mais là, enfin, il y a vraiment un rendu, il y a un regard en fait, il y a un regard. On sent que le mec, quand il se promène en fait, il regarde les choses différemment des autres. Et c'est ça en fait et du coup, il essaye de capturer ce qu'il regarde différemment pour le représenter en données, donc en faire une photo. Et c'est ça en fait qui va faire la différence entre vous et les autres personnes. Les autres personnes, ils vont marcher, les autres personnes non photographes bien sûr, ou qui s'intéressent pas à l'image, la vidéo et tout. Eh bien, ils vont continuer à marcher dans leur petit chemin, leur petit sentier. Et ils vont dire ouais, c'est beau, c'est stylé et tout, mais ils vont pas avoir la sensibilité. Il faut vraiment, en fait, je pense que le cœur du travail d'un photographe, d'un mec qui s'intéresse à l'image, à la composition et tout, c'est de développer sa sensibilité aux choses. Vraiment, essayer de développer un sixième sens, entre guillemets, hein, pour capter vraiment l'esthétique dans tout ce qui vous entoure. Et dès qu'on a compris ça, dès qu'on a cette sensibilité-là, alors on peut le capturer, le figer à un moment donné, donc sur pellicule ou sur un capteur, et puis après, en post-production, vraiment pousser les curseurs pour le révéler au plus grand monde, pour le montrer aux gens, pour leur dire, regardez, en fait, cette forêt que vous avez vue qui était banale, eh bien, si je la prends avec cet angle-là, que j'augmente les couleurs et le contraste, eh bien, je vous la montre comme moi, je l'ai vue dans mon souvenir à ce moment-là. Voilà, ça peut être une interprétation possible de la photo. Après, peut-être qu'il a fait totalement autre chose, mais là, je vous livre mon analyse avec vous. Et alors là, je viens de remarquer, on dirait que cet arbre vole, mais what the fuck. Alors, attendez, je vais essayer de suivre le tronc. Ah ouais, bah peut-être qu'il a caché des easter eggs dans ses photos. Incroyable cet homme. Mais ouais, on dirait que l'arbre vole, les gars. C'est chaud, hein. Je sais même pas. Bon, après, oui, c'est pas très compliqué à faire en termes de retouches. Genre, il suffit de cloner ici les feuilles et d'ajouter un peu d'aléatoire avec le correcteur de défaut. Par contre, cette feuille-là, elle vient vraiment perturber le regard. Moi, depuis tout à l'heure, je la regarde, elle est saturée et tout. Encore désaturée, ça fait un petit côté inquiétant et tout. Mais celle-là, verte fluo, là, j'ai pas compris. Mais sinon, voilà pour cette photo. Et puis en plus, on voit que l'horizon,
est totalement débulé. Donc combien de tutos finalement je vois sur le net qui parlent d'horizon et tout, c'est super. Et puis c'est vrai que dans la plupart des cas c'est important pour les interviews, pour filmer les gens et tout, il faut garder l'horizon finalement, il faut être bulé. Mais on peut avoir des rendus incroyables en débulé, donc n'hésitez pas, une fois que vous avez compris les tenants et les aboutissants d'une règle, quelle qu'elle soit finalement, et bien de la contourner, vraiment d'aller au-delà pour trouver des effets créatifs, parce que sinon vous vous cantonnez dans une sorte de formatage photo et c'est moins intéressant. Hop. Alors là, donc on commence sa série de paysages. Alors je crois en fait que le cadre blanc, c'est pour que ça soit homogène par rapport à sa galerie, que toutes les photos aient à peu près le même ratio. Donc normalement il n'y est pas, parce que vraiment je vous recommande de ne pas mettre de cadre blanc. Après c'est encore une fois mon avis, de cadre blanc, de cadre noir, voire même les deux cadres. J'ai vu, l'image est surcadrée 2 fois. Ça sert à rien en fait, la photo se suffit à elle-même et finalement son cadre, c'est le cadre virtuel qui définit ce qui n'est pas dans l'image, donc ça sert à rien de mettre autre chose. Et là vraiment, enfin là pour moi c'est vraiment du rendu argentique, je comprends pas, mais vraiment voilà. Donc en tout cas c'était le rendu que donnaient les pellicules argentiques, ce rose et ce rouge, qui donnait un effet totalement différent dans la photo. Donc il a beaucoup voyagé, et là je crois que c'est donc au Vietnam, voilà, on lit Vietnam, et voilà, j'avais envie de vous montrer ces photos. Alors encore une photo de forêt, et là, alors là, je sais vraiment pas comment il a pris la photo. Alors, est-ce que c'était, par exemple, la nuit, qu'il y avait une voiture ici et qui avait allumé ses phares, il a fait une pause longue. Bon, la forêt ne bougeant pas, s'il n'y a pas de vent, eh bien ça peut rendre ça. Mais j'ai pas l'impression que ce soit une pause longue. Parce que c'est quand même bien sharp, même les feuilles là qui pourraient bouger au moindre signe de vent. Donc je me dis, bon, ça peut être quand même la nuit avec une forêt. Ou alors c'est de jour, parce qu'on voit quand même le bokeh ici au fond. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire, hein, comme toujours. Et du coup, la forêt est tellement compacte, ça doit être des bons conifères, comme vous savez, et qui ne laissent absolument pas passer la lumière. Il l'occulte totalement, ce qui crée un effet de nuit ici, alors qu'il y a une percée de jour. Et d'ailleurs, on le voit tellement l'effet de nuit ici est important et inquiétant même, que sur les arbres, en fait, la lumière se découpe comme si on avait placé vraiment un projecteur de ce côté. Et pour avoir un projecteur de cette puissance, et puis c'est pas son genre de faire des photos en lumière artificielle, je pense que ça n'existe pas. Donc je pense que le mec, il a utilisé donc la lumière naturelle et il était vraiment au bon endroit, au bon moment finalement aussi, hein, par rapport à l'angle du soleil, par rapport à la forêt, la situation géographique et tout, qu'il a trouvé. Et ouais, là ça rend ouf quoi, parce que ça découpe vraiment les arbres et là ça donne vraiment une profondeur supplémentaire à l'image, que si tout avait été éclairé uniformément, c'est-à-dire que le soleil était vraiment à son zénith en haut du ciel, et bien qu'il aurait projeté sa lumière comme ça, très dure, et bien ça aurait été beaucoup moins intéressant, je pense. Après, encore une fois, le problème quand on prend en photo les forêts, et je vous l'ai souvent dit, c'est que les capteurs ils rendent tout ça trop net, il y a trop d'éléments finalement, trop de complexité, et du coup généralement il faut venir avec le correcteur de défaut, éliminer un peu ce que le piqué a capté en trop. Donc notamment les petites feuilles mortes ici, qui viennent en fait, vu que la lumière tape dessus, et l'angle, suivant l'angle du photographe, qui viennent taper et qui viennent vraiment perturber le regard et la lecture de l'image, ce qui est dommage, notamment les petits points ici, qui peuvent s'effacer très facilement et qui n'enlèvent rien à la photo, hein. Vraiment ça n'enlève rien, là c'est pas une petite coquetterie de ma part, c'est vraiment un truc qui n'enlève rien et qui n'ajoute que des choses. Donc ça peut être intéressant à vous de voir. Donc là, on se retrouve donc avec une photo pareil, style infrarouge de paysage. Voilà. Donc pour dire que ce gars fait un petit peu de tout, ce qui est intéressant. N'hésitez pas aussi à varier, c'est-à-dire à sortir de votre zone de confort photographique. Ça, je le dis souvent aussi. Donc n'hésitez pas, si vous avez l'habitude de faire des portraits, bien à passer au paysage, ne serait-ce que quelques semaines, juste pour voir en fait comment ça rend, pour voir la différence qu'il peut y avoir, pour voir aussi ce que vous pourrez utiliser dans cette pratique-là, pour revenir après à votre pratique du portrait et que celle-ci soit améliorée. Hop, là vraiment je pense que c'est de l'infrarouge, même le rendu en fait des buffles est différent, etc. de l'eau. C'est juste magnifique ce genre de photo. Ah, une photo qui n'a rien à voir, qui n'est pas du tout en infrarouge, où il fait poser un modèle. Il n'y en a pas tellement dans cette photo, c'est plutôt des modèles masculins. Et voilà, j'avais juste envie de vous la montrer. C'était juste beau en fait, j'avais rien à dire. Si ce n'est que vraiment là, l'herbe passe devant. Et ça en fait, c'est très chiant quand on s'en rend compte devant l'ordi quoi. On est là et on se dit, bon alors c'est peut-être volontaire encore une fois, et peut-être c'est une petite coquetterie de ma part, mais quand ça ne l'est pas, et bien qu'on se rende compte que c'est trop tard en fait, parce qu'on regarde pas assez son image. C'est-à-dire, on est à fond dans la photo, ou alors concentré sur ses réglages ou sur son modèle, et qu'on n'a pas assez l'habitude. Et du coup, on se rend compte après sur l'ordi qu'il y avait un gros truc dégueulasse qui était dans le flou et qui était bien visible et qui passait devant la photo. Et ça, c'est dommage de le voir après. Et du coup, pour l'enlever, ça va être compliqué. Vous allez en chier parce qu'il y a beaucoup de motifs derrière et tout. Alors, comme ça, je dirais que c'est possible, mais vous allez vraiment en chier. Ça passe devant trop d'éléments, de couleurs différentes et tout, de volumes, de lumières différentes.
Donc ce qu'il faut faire, c'est vraiment ne pas hésiter, le modèle ne bouge pas, vous virez cette herbe là, vous l'enlevez cette mauvaise herbe, et hop, vous reprenez la photo, vous le mettez derrière, peu importe comme vous voulez, au niveau de la composition parlant. Mais voilà. Et là encore une fois, il a profité de la lumière qui se couchait, qui n'est pas pourtant au couchant, hein, parce que dès que c'est au couchant, bon, ça fait très cliché, la lumière orange et tout, même si c'est très beau. Et là, il a profité juste, il s'est dit, bon, on va pas shooter à midi. Là, shooter à midi dans cet endroit, ça aurait rendu dégueulasse, hein, je vous le dis clairement. Après, vous pouvez essayer, mais vraiment, même pour un effet de style, je vous conseillerais pas. Hop, là c'est une photo vraiment très bizarre, genre qu'il a mis sur son Facebook, qui n'avait rien à voir avec le reste. Mais pour vous dire, voilà, on peut faire des expérimentations. C'est pas parce que on se spécialise dans un style d'image, de lumière rouge et tout, qu'on ne peut pas faire autre chose. Et bon, c'est peut-être une photo à l'iPhone, je ne sais pas exactement. Et juste là, il a travaillé en fait sur une chose. C'est pas besoin en fait pour une photo que ce soit bien. Il faut pas imaginer, parce que quand je vous montre tous ces photographes et tout, qu'il va avoir des modèles de ouf, qu'il va avoir des assistants, qu'il va avoir des accessoires, des lieux de ouf aussi, parce qu'on va voir dans sa série après, il y a vraiment des environnements incroyables dans les montagnes et tout. Parfois, une photo peut se suffire dans juste l'analyse et l'étude de la couleur, du reflet, de la lumière. Ici, de la spécularité finalement du matériel, du matériau qui est utilisé pour le cadre de ce miroir, de sa complémentarité avec le cyan qui entoure. Mais ce cyan, c'est aussi un dégradé, c'est-à-dire il est beaucoup plus clair et saturé ici. Il se désature au fur et à mesure et perd en luminance aussi. Donc luminance, c'est la luminosité de la couleur, hein, pour entre guillemets. Et ce vignettage aussi rouge qui est souvent très à l'argentique. Voilà, il y a plein de choses en fait à travailler sur un seul sujet unique qui renvoie un peu la couleur, etc. Donc il y a beaucoup de choses à faire finalement. Et surtout ça, on peut s'amuser énormément en retouche, contrairement à ce que l'on pourrait penser habituellement. Hop, photo suivante. Donc là, c'est un test. En tout cas, il avait mis sur son Facebook que c'était avec l'Hasselblad à 500 cm, donc un moyen format argentique. Et alors juste, bon, j'ai pris cette image, c'est pas pour vous parler et tout du setup lumière et tout. Juste pour vous dire en fait que n'hésitez pas à demander à vos modèles de s'attacher les cheveux, de changer vraiment la coupe complètement, même si elles n'ont pas l'habitude de le faire. Parce qu'elles se rendent peut-être pas compte du rendu que ça, peut-être qu'elles n'aiment pas le rendu que ça dans la vie de tous les jours, mais en photo, encore une fois, le rendu est différent de la vie en tous les jours. Donc n'hésitez pas à lui demander à changer complètement de coiffure. Et même, voilà, ne serait-ce que quand on attache les cheveux d'une personne, elle se transforme littéralement, les oreilles ressortent, la mâchoire aussi, énormément, le front se dégage aussi. Donc ça peut donner un rendu totalement différent. Voilà, c'était juste une petite parenthèse avec cette photo. Là encore, voilà, une photo toute simple en fait et qui est intéressant parce que là cette fois-ci ce qui resserre, puisque là le sujet vraiment c'est bon, c'est la forêt et le ciel, mais c'est surtout la lune alors qu'elle est toute petite dans le ciel. Alors comment il fait comprendre? Eh bien en encadrant son image, en encadrant son cadre. Alors il aurait peut-être pu pousser la chose encore plus loin en mettant des arbres ici, mais c'était compliqué, il fallait vraiment trouver un bon angle et tout. Mais après voilà, hein, ça demande de la recherche, ça demande du temps, il faut s'arrêter dans sa promenade et vraiment chercher un bon endroit, et il faut jouer aussi avec le fait que la lumière part rapidement, surtout ce genre de lumière. Donc il a joué non pas donc avec la profondeur de champ et tout, ou avec des éléments d'objets qui guideraient le regard finalement, mais là avec les arbres. Il a fermé le cadre pour créer une sorte de vignettage en arbre, entre guillemets, pour vraiment recentrer l'attention du spectateur sur la lune ici. Là encore une autre photo, il a fait finalement très peu de portraits, mais je trouve qu'ils sont extrêmement bien réussis. Et c'est pas dû du tout à la qualité de l'argentique, du moyen format. C'est vraiment là une question d'expression et tout. Enfin, je trouve ça ouf. Le mec, il en a pas fait beaucoup. En tout cas, il en montre pas beaucoup sur son site. Et la qualité est au rendez-vous, je peux le dire. Voilà. C'est vraiment ce regard, ce placement par rapport à la fenêtre, même dans la tenue et tout. Le fait que le modèle penche légèrement la tête. Tout ça c'est des micro-détails, mais qui font vraiment la différence. Hop. Voilà, une autre photo de studio, très rare aussi chez lui. Mais là, ce que je voulais vous montrer, encore une fois, c'était comment c'était intéressant, son setup lumière. Alors, c'était sûrement une lumière qui venait de gauche, qui était forte, et peut-être une sur le mur, alors un mur très blanc pour le coup. Et ce qui était intéressant, c'était comment le modèle se fondait véritablement dans l'arrière-plan. Et là, c'était intéressant. Je pense que c'était l'accentuation de luminosité avec donc Photoshop, ou pareil, avec un cas qui a vraiment fondu son corps à l'intérieur. Et ça, c'était original puisqu'on le voyait pas souvent dans les photos de studio. Et voilà, pareil, ce noir et blanc en high key, c'est-à-dire une surexposition contrôlée qui donne un effet à la peau, qui donne un effet aux cheveux différent, vraiment, en allant à la limite de la surexposition, c'est-à-dire à la limite du cramage. Et là, on voit quand même qu'il y a des détails, donc c'est bien contrôlé pour le coup. C'est pas du blanc pur où on ne voit plus rien. Voilà. Hop, voilà encore une autre photo de portrait que je trouvais extrêmement réussi. Enfin, chaque fois que je tombe sur ces portraits, c'est juste ouf. Le rendu, il met
il m'époustoufle. Je sais pas si ça se dit. Hop, alors là, donc on va commencer avec sa série. Donc, alors j'ai pas pris toutes ces photos de sa série parce qu'on n'aura pas le temps malheureusement dans cette vidéo de les analyser toutes. Mais donc c'est Bigger Than Us, qui ça s'appelle. Donc c'est comme ça en tout cas que je l'ai connu, ce petit gars. Et en gros, donc ça documente un voyage d'un astronaute, un personnage qui est censé être un astronaute, sur une autre planète. C'est pour ça que les couleurs sont différentes, etc. Et c'est pour ça qu'il est seul aussi. Ça représente aussi la solitude des humains dans l'univers. Donc voilà, des sujets qui m'intéressent aussi beaucoup, des thématiques qui m'intéressent. Et surtout, c'était intéressant parce que au gars, je l'avais contacté à l'époque, quand j'avais découvert sa série, parce que j'avais trouvé ça ouf, et je lui ai demandé où est-ce qu'il avait trouvé son équipement, quoi. Alors il m'a dit déjà, bon, voilà, il voulait au départ prendre un équipement de cosmonaute, d'astronaute, mais c'est beaucoup trop cher pour que ça soit réaliste, en fait. Parce que soit on va aller à Toys R Us, ça va être un truc dégueulasse, taille 8 ans, ou alors on va aller dans des boutiques de déguisement et tout, d'astronautes, mais là ça va pas bien rendre non plus, c'est moche. Enfin, on sent en fait que c'est joué. L'esthétique du fake peut être intéressant à exploiter, mais là en l'occurrence, c'était pas ce qu'il voulait montrer dans cette série. Et du coup, bon, le gars était un peu deg, et du coup il s'est souvenu qu'il avait vu dans des vieux documents des combinaisons de combat soviétiques, et il a cherché vraiment sur eBay tout simplement. Alors il y en a certaines qui coûtent assez cher quand même, ça peut être 300-400 balles. Donc c'est des combinaisons que les mecs mettaient pour sauter en parachute ou dans les avions et tout, et donc ça se rendu vert là avec des tuyaux, et le gars a acheté le casque correspondant aussi, c'est séparé de la combinaison, et là aussi c'est aussi cher, hein, c'est 200-300 balles, et mais l'avantage c'est que ça on dirait un vrai casque, et c'est pas un casque de pompier qui a été photoshopé et qui aurait rendu deg en fait. Et là c'est un vrai casque, voilà, pareil d'aviation, et du coup ça rend bien, on y croit quoi, vraiment on y croit, il y a du vraisemblable dans tout ça. Et donc c'est un gars qui, je crois que c'était un pote à lui, qui était guide de montagne ou alpiniste, je sais plus, et ils sont allés, je crois, dans les Alpes, ou dans une grande montagne en tout cas, pour monter sur des glaciers et tout, pour avoir des rendus de ouf. Et donc là, il a attendu à chaque fois que la lumière soit ouf, il avait une combinaison de ouf, un gars qui savait quand même poser, et voilà, un décor de ouf. Et donc tout ça faisait que ça ne pouvait faire qu'une bonne photo. Mais après, je trouve que dans toute sa série, c'est pas juste des photos style vacances, genre voilà, il a posé l'appareil, et il a pris la photo, le mec était dans un décor de ouf, et voilà, ça rend bien. Il y a un petit truc en plus qu'on ne pourrait pas définir en fait, que je pourrais même pas vous expliquer, puisque c'est vraiment le truc en plus du photographe, du langage photographique, sa supériorité entre guillemets par rapport au langage parlé, et un petit truc en plus qui, pour l'avoir en fait, il faut vraiment avoir un regard et l'avoir développé avant. Donc se dire ah ouais, lui il a les moyens de se payer la combinaison, oui, mais surtout plus que la combinaison, parce que n'importe qui ne peut pas le faire. C'est pas parce que, donc je veux le redire encore une fois, mais c'est important, c'est pas parce que on a une combinaison de ouf, un modèle bien, un décor de ouf, et qu'on a un post-traitement de ouf, qu'on va faire la photo bien. C'est vraiment, en fait, il y a un truc en plus qui s'appelle le regard, et qu'il a dû développer à travers toutes les autres photos que je vous ai montrées précédemment. Donc voici la première photo, et là c'est intéressant parce qu'il y a carrément les effets de buée du mec qui respire. Alors je pense du coup qui respirait vraiment à l'intérieur, je sais pas comment c'était relié à l'extérieur parce qu'il n'a pas de bouteille d'oxygène, mais il y a vraiment un effet de buée, du coup un effet de réalisme qui est assez saisissant. Hop, là pareil, il est couché dans l'herbe, encore une fois l'herbe rouge qu'on retrouve, mais là il l'a dit pour le coup, c'est pas de rendu, je veux dire ça n'a pas été pris avec une pellicule argentique, ça a été pris donc en normal, et il a retouché les couleurs après, puisque de toute façon on voit le bonhomme là, il est en véritable couleur. Il n'a pas fait ce choix inconsciemment aussi pour la couleur de la tenue, puisque le vert marche très bien avec le rouge. Hop. Alors là, donc, on a une partie de l'image de la série qui est en vert. Voilà, mais un vert très très beau aussi, donc un endroit incroyable finalement, et les pierres même qui viennent répercuter la couleur du casque blanc ici en dégradé et tout, et la solitude finalement, c'est ces paysages, vraiment c'est incroyable. Il faut vraiment que vous, si vous n'êtes jamais allé à la montagne, d'essayer d'y aller, prendre des photos même de paysages et tout, faire ça rend extrêmement bien. Et donc là, la lumière, l'orientation et tout, et parfois il faut attendre des heures littéralement pour que la lumière se cale bien, puisqu'en vrai on n'a aucun contrôle en lumière naturelle, et surtout à cette échelle, c'est-à-dire c'est pas avec notre petit flash Cobra qu'on va venir déboucher son ombre ici, surtout si on s'écarte énormément du sujet, parce que le flash doit avoir une puissance de ouf. Et donc si on n'a pas un matériel énormément et très très conséquent de cinéma et tout, on ne pourra pas contrer l'éclairage ou modeler un petit peu l'éclairage. Donc il faut vraiment attendre le moment parfait, voire faire plusieurs photos en plusieurs heures et tout, pour avoir une lumière parfaite, pour ne pas gâcher ce genre de paysage, ce genre d'environnement, ce qui serait, à mon sens, et au sens de tout le monde, je pense, très dommage. Hop, et donc voilà, et là, il est la même de l'autre côté en rouge, ça rend différent. Là, ouais, c'est sûr que ça fait plus planète alien et tout. Après, bon, on reconnaît un peu les sapins, mais quand même, il y a tellement personne, il y a zéro habitation. En tout cas, moi, ce genre d'image, ouais, ça me fait transporter. Il y a un truc en plus que je pourrais pas vous expliquer. Après, lui, il a décidé de laisser ouvert ici,
Bon, c'est dommage. Alors sachez que si vous voulez absolument pas recadrer, c'est-à-dire pas toucher à la composition de l'image quand la photo a été prise, voilà. Parce que si on recadre, et bien forcément pour enlever ça, il va falloir virer du mur et tout, et que vous serez deg parce que la composition sera plus équilibrée et tout. Il y a un moyen de le faire vraiment avec aujourd'hui Photoshop et les algorithmes de correction des défauts. Donc c'est de prendre l'outil lasso et de venir ici dessiner donc la forme ici, de faire Maj F5 qui va nous permettre de remplir la forme qu'on a sélectionnée entre les pointillés et de remplir donc non pas avec une couleur, avec du gris et tout, mais avec du contenu pris en compte, ce qui va en fait avoir un effet qui est similaire au correcteur de défaut qui se trouve ici. Et là, donc on appuie sur CTRL D, hop, on voit que ça a été bouché et ça ferme en fait véritablement le cadre. Donc n'hésitez pas à utiliser cette technique si vous ne voulez absolument pas recadrer, ce que je peux comprendre parfois. Hop, donc image suivante. Là aussi avec un effet de grain, pareil, je ne sais pas s'il a pris à la seule plate celle-là en noir et blanc. Et ça rend très bien parce que il a été créatif dans le sens où il a créé vraiment un contraste entre donc ce qui semble futuriste et le type d'appareil photo qui a été utilisé, qui n'est pas en accord finalement avec, on pourrait dire l'année où a été prise cette photo, vu que c'est un cosmonaute et tout sur une planète étrangère. Et pourtant, il utilise un vieil appareil photo en noir et blanc avec du grain. Mais ça donne vraiment un charme différent auquel il faut penser, quoi, tout simplement. Et hop, aussi après il a fait, alors c'est pas exactement la même thématique de cette série, mais il a réutilisé cette combinaison, voilà, on la voit un peu plus là, tout le système pour respirer, avec ce genre de fleurs où le personnage vraiment s'abandonne totalement, et ça c'est très intéressant même au niveau de l'éclairage, et pourtant c'est un fond uni, donc le gars a dû faire ça en studio, et vraiment on dirait un rendu 3D fait avec un moteur de ouf, enfin ça a l'air extrêmement bien contrôlé, ce bleu, ce rouge, et même les éclairages en fait restent dans la tonalité, la gamme tonale et bien du personnage, voilà. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas encore à aller découvrir les images que je ne vous ai pas montrées de notre très cher David, qui fait des choses incroyables. Et moi, je lui prédis une longue carrière. Et puis, n'oubliez pas, avant de partir, que vous pouvez télécharger gratuitement mon livre « Comment devenir un meilleur photographe » en PDF dans la description. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Salut à tous! Bien qu'il a cette vidéo et ça t'a plu, alors n'hésite surtout pas à t'abonner en cliquant juste ici en dessous pour rejoindre les folles aventures de Vince. Salut!